On va commencer, donc bienvenue à tous. Merci d'être là, de participer à ce webinaire sur la résilience du bâtiment, du secteur de l'immobilier et de l'aménagement grâce à la biodiversité. Donc on va beaucoup parler de solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature, les SAFN. Et donc slide suivante, je pense qu'on a le programme de ce webinaire d'1h30. Donc, on va commencer avec une petite introduction de qui nous sommes, OID, CDCB, et puis aussi dans quel cadre s'inscrit en fait ce webinaire. C'est le cadre d'un projet européen artisan. Et ensuite, nous allons parler tout de suite du contexte du changement climatique pour le bâtiment, de l'outil BATADAPT qui a été développé par l'OID. Ensuite, plus spécifiquement, la définition de ce qu'est une SAFN et quelles sont les applications très concrètes pour le secteur du bâtiment et de l'immobilier et de l'aménagement. Et ensuite, nous aurons une intervention d'un cabinet d'architecture et d'urbanisme, ZEFCO, et de son cofondateur, François Perron, qui pourra ensuite participer à la foire aux questions qui aura lieu avec l'ensemble des participants. Donc, tout de suite, qui nous sommes, donc les intervenants. Côté CDCB, donc moi-même, chargé de partenariat pour le programme Nature 2050 de CDCB Diversité. Puis côté OID, si vous voulez, je vous laisse vous présenter tout de suite. Hein. Et du coup, Sakina Penpoint, responsable de programme adaptation au changement climatique à l'Observatoire de l'immobilier durable. Et Philomène Pagès, chargée de projet biodiversité et adaptation au changement climatique à l'Observatoire de l'immobilier durable. Puis je ne sais pas si François est déjà connecté. Si c'est le cas, je t'invite à prendre la parole. Ah, il est en train de rejoindre l'audio. Il arrive. Super. Et du coup, François Perron, je vais me permettre de... C'est bon, le voilà. Salut François. Vas-y, donc si tu peux dire deux, trois mots sur ZEFCO et toi-même. Maintenant, là Okay. Bonjour, donc oui, François Perron, cofondateur de ZEFCO. ZEFCO, c'est ce qu'on appelle communément un bureau d'études environnement. Et on est aujourd'hui 25 personnes. Et puis, on travaille sur une échelle assez large, puisqu'on travaille depuis les politiques publiques jusqu'à l'ingénierie bâtimentaire, toute la chaîne de l'aménagement et de la construction. Merci beaucoup. Donc, slide suivante. Donc, côté partenaire, donc coporteur de l'événement, donc CDC Biodiversité, filiale du groupe Caisse et Dépôts, société à mission depuis 7 années. Et donc, on a été créé en 2007 sur une spécialisation sur la compensation écologique réglementaire pour les aménageurs, notamment. Puis, on a développé un certain nombre de pôles pour diversifier notre offre auprès des entreprises. On a une mission économie-recherche qui fait aussi du conseil actuellement. On a un pôle mécénat, donc le programme Nature 2050, et aussi une métrique d'empreinte biodiversité qui est développée depuis 2020 et qui permet aux acteurs de mesurer leur dépendance et leurs impacts sur la biodiversité. Et donc, ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'un projet européen. Sakina, tu peux juste passer à la slide suivante. Alors, voilà, merci. Le projet artisan, projet européen artisan, donc avec tout un tas de bénéficiaires associés, de structures qui portent, dont CDC Biodiversité. C'est un projet européen qui a lieu entre 2020 et 2027 et qui a pour objectif de faire connaître tout d'abord l'enjeu de l'adaptation, sensibiliser les acteurs, publics et privés, et puis présenter les solutions d'adaptation fondées sur la nature comme une solution à privilégier, à intégrer dans chacun de nos projets. Donc, on a un certain nombre d'événements, slide suivante, je pense, qui sont organisés dans le cadre de ce projet européen. Donc, un GT SAFN Monde économique, celui auquel vous participez aujourd'hui. On a aussi des événements en présentiel avec des trophées artisans qui sont donnés à des projets modèles d'adaptation fondés sur la nature. Et donc, dans le chat, on va mettre tout de suite quelques liens vers le site internet du programme artisan pour que vous ayez toutes les actualités, vers le site de ressources, sur l'ensemble des ressources qui sont publiées sur l'adaptation au changement climatique, pour vous permettre un petit peu de vous situer vis-à-vis de cet enjeu. Et donc, slide suivante, vous avez le calendrier des différents GT Adapteco. Donc, celui-ci, aujourd'hui, c'est sur l'immobilier et l'aménagement. Il y en aura un autre le semestre prochain sur l'énergie. L'année prochaine, assurance et finance. Et puis, chaque année, on en fera 2 pour permettre à chaque secteur de s'emparer un peu de ce concept.
Et puis, on va vous mettre un lien aussi pour que vous puissiez montrer votre intérêt. Si vous voulez y participer au prochain, vous inscrivez votre adresse email et puis on vous tiendra au courant des dates et puis des différents intervenants et des programmes. Voilà. Donc voilà, je te laisse la parole, Sakina, côté OID maintenant. Merci. Du coup, je vais revenir sur la présentation de l'Observatoire de l'immobilier durable. Je ne sais pas à quel point vous nous connaissez, ceux qui nous écoutent. Du coup, l'Observatoire de l'immobilier durable, c'est une association qui a été créée en 2012, qui a pour vocation à faire du partage de connaissances et de l'intelligence collective autour des enjeux de transition écologique avec tous les acteurs de l'immobilier. Donc pour ça, on met à disposition des ressources, que ce soit des productions d'études, des outils, des baromètres, des articles, et tout ça est ouvert à tous et gratuit. On encourage l'intelligence collective à travers des groupes de travail, des ateliers, des conférences comme aujourd'hui, et puis des visites de sites pilotes parfois. Et en termes de transition écologique à proprement parler, on accompagne aussi avec des outils et des décryptages réglementaires, des contributions à des réglementations et puis un petit peu de relais institutionnel. Donc voilà un petit peu pour l'association et tout de suite je vais vous parler de l'adaptation au changement climatique et de comment est-ce qu'on prend en compte l'adaptation au changement climatique pour les bâtiments et avec quels outils, quels sont les outils que l'OID propose pour justement adapter le bâti. Alors évidemment, pour adapter le bâti, ce qu'il faut d'abord, c'est se représenter l'ampleur du changement climatique. Et pour se représenter l'ampleur du changement climatique, je donne souvent cette image qui est le fait que lors de la dernière période glaciaire, on avait un climat qui était très différent, à peu près 5 degrés de moins qu'à l'heure actuelle, ou qu'en tout cas avant le début du changement climatique. Et ce climat-là représentait de la toundra dans le nord de la France, des calottes glaciaires qui descendaient à peu près jusqu'à l'altitude que vous voyez là, hein, presque Londres. Et puis, on avait la mer qui était bien plus basse, c'est-à-dire qu'on pouvait franchir ce qui était à l'époque, ce qui est maintenant l'Angleterre et la France, à pied. Donc, on avait des climats extrêmement différents et du coup, une carte du monde très différente. Et ce qu'il faut se représenter, c'est que si on continue sur une trajectoire qui ne prend pas en compte des réductions drastiques d'émissions de gaz à effet de serre, on va vers des climats qui sont aussi différents entre maintenant et dans 100 ans que ces climats qu'il y avait il y a 20 000 ans et qu'on a maintenant, qui sont déjà extrêmement différents. Donc, pour appuyer ça, je vous montre les scénarios du GIEC qu'on a à l'heure actuelle et qui sont donc du plus optimiste au plus pessimiste, les suivants. Donc en bleu clair, on a le scénario SSP 1-1.9 où on essaye de viser une réduction d'émissions telle qu'on reste à un climat qui est en dessous de 1,5 degré. Et puis dans les pires scénarios où il n'y a pas de réduction d'émissions de gaz qui est mis en place, on va vers un scénario où on est à presque atteindre 5 degrés de réchauffement climatique à la fin du siècle. Et il faut quand même voir qu'on est quand même dans un scénario tendanciel, un scénario qui va quand même jusqu'à 4 degrés à l'heure actuelle. Donc, on espère évidemment que la transition sera assez forte, mais il faut d'ores et déjà, prendre en compte les aléas climatiques qui vont survenir et qui sont déjà en train de survenir, même si on reste en deçà d'une certaine température. Et du coup, ces aléas, ils peuvent être soit chroniques, soit aigus, avec des aléas chroniques qui sont les suivants. Dans le cadre de la chaleur, une augmentation de la température moyenne, mais en aléas aigus, ce qu'on retrouve, c'est des canicules amplifiées par les lots de chaleur urbains. Sur les sécheresses, on voit des sécheresses plus fréquentes, et puis on voit aussi, en aléas aigus, des sécheresses plus extrêmes. Sur les précipitations et inondations, on voit des variations dans les régimes pluviométriques. Mais ce que ça donne également et ce qui aura des conséquences sur le bâtiment, c'est les précipitations extrêmes. On a également au niveau des dynamiques littorales de l'érosion côtière en aléa chronique et des submersions marines qui viendront submerger des territoires qui ne sont à l'heure actuelle pas couverts par des submersions régulières dans l'avenir et qui du coup affecteront des bâtiments. On a du coup aussi des tempêtes et vents violents avec une modification du régime des vents, mais ce qui vient impacter les bâtiments, c'est les vents violents et les tempêtes. Et puis on a, excusez-moi,
des feux de forêt qui viendront être présents dans des latitudes de plus en plus hautes et qui, du coup, vont venir impacter des zones de la France qui ne sont à l'heure actuelle pas touchées et donc des bâtiments qui ne sont à l'heure actuelle pas protégés vis-à-vis des incendies et méga-feux. Donc, les conséquences qu'on a pour chacun des aléas, la chaleur, on les connaît assez bien. On a vécu quelques canicules, mais du coup, qui vont s'empirer. Donc, la chaleur, ça va être des baisses de productivité, des problèmes sanitaires surtout, et puis aussi des ruptures d'approvisionnement énergétique potentiel ou des équipements non fonctionnels à cause de trop forte chaleur. Pour les sécheresses et RGA, ce qu'on voit, c'est que sur les sols qui sont argileux, on peut avoir des retraits et gonflements des argiles à cause des sécheresses, gonflement parce que le sol se gorge d'eau, retrait parce que le sol se rétracte lors de sécheresse. Et du coup, ces mouvements réguliers des sols peuvent créer des fissures, voire effondrement des bâtiments. Précipitations intenses et inondations, bon, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir, dégradation des revêtements, présence d'humidité dans les bâtiments, et puis tout ce qui est problème de sécurité des usagers des bâtiments. Sur l'érosion et les submersions marines, on va d'une inondation salée et donc plus corrosive temporaire à une perte complète du bâtiment. Pour les mouvements de terrain, ce qu'on a l'habitude de voir, des effondrements et des fissures aussi, s'il n'y a pas effondrement. Pour les feux de forêt, on a la perte du bien parfois. Et puis sur les tempêtes et vents violents, c'est assez évident. Et du coup, l'importance de prendre conscience de tous ces aléas, et je ne reste pas trop sur les aléas en eux-mêmes, c'est de comprendre l'ampleur du risque, comment on le calcule et comment derrière on va s'en servir pour déterminer comment l'adapter et pour faire face en amont à la crise. Donc ça, j'ai pris une figure du GIEC qui, du coup, décrit ce que c'est qu'un risque. Un risque, du coup, c'est à la croisée des chemins entre un aléa, une vulnérabilité et une exposition. L'aléa, c'est ce qu'on vient de voir juste avant. L'exposition, c'est la manière dont le système dont on étudie le risque va être exposé. Et puis la vulnérabilité, c'est la vulnérabilité du système, la vulnérabilité intrinsèque. Et du coup, ce que ça donne pour les bâtiments, c'est qu'on a une partie, donc il faut regarder le risque face à chaque aléa climatique qui sont différents et qui ont des dommages différents. Et pour chacun de ces aléas, il faut regarder à la fois l'exposition, donc à l'adresse du bâtiment, qui va être composée de comment l'aléa climatique intervient, son intensité, à quel endroit, sa fréquence, etc. pour les bâtiments. Et puis de la réponse du territoire, suivant si les facteurs du territoire sont plutôt aggravants ou atténuants. Par exemple, je vais prendre un indicateur tel que les vagues de chaleur ou les températures supérieures à 35 degrés. Donc ça, c'est la partie aléa climatique. Et derrière, au niveau des facteurs environnementaux, il va falloir regarder les niveaux de chaleur urbain, la présence de végétalisation, la présence de parcs, la présence de points d'eau, etc. sur le territoire. Donc. Et puis ensuite, il faut regarder la vulnérabilité des bâtiments. Et en fait, à chaque fois que je clique, ça bug. La vulnérabilité des bâtiments. Et du coup, cette vulnérabilité des bâtiments, elle va dépendre à la fois de la sensibilité, des critères techniques, donc des choix de construction, de la fiabilité des réseaux, des mesures d'amélioration de la résilience qu'on met en place dans le bâtiment. Et puis, d'autre part, au-delà des choix techniques, on a les enjeux d'usage. Donc, par exemple, selon si un bâtiment est utilisé à des fins de santé, donc par exemple un hôpital, ou à des fins tertiaires, on n'a pas du tout les mêmes vulnérabilités qui entrent en jeu selon les aléas climatiques également. Du coup, j'ai repris quelques indicateurs qu'on a et qui permettent de voir l'augmentation de la température, donc avec le nombre de jours supérieur à 35 degrés qu'on voit sur les premiers graphiques, les précipitations intenses qui s'aggravent, notamment dans certaines parties de la France, et puis des sécheresses qui deviennent de plus en plus importantes. Je voulais faire un petit focus aussi sur les hauts de chaleur urbains, qui est un point très important, notamment pour les zones urbaines,
au niveau des risques climatiques. Donc, un niveau de chaleur urbain, déjà, c'est un microclimat qui a été créé artificiellement à cause des infrastructures qui sont dans la ville. Et du coup, dans cet îlot de chaleur urbain, on a des températures diurnes et nocturnes qui sont plus élevées dans la zone urbaine que dans les zones voisines. Et donc ça, c'est à cause des propriétés des matériaux, donc la pierre et son inertie, etc., le béton, tous ces matériaux qui engrangent beaucoup de chaleur et qui la restituent à d'autres moments, un peu plus tard. La nature des sols, qui sont souvent minéralisés et puis qui n'ont pas de végétation et qui du coup n'évapotranspirent pas et ne permettent pas le même rafraîchissement. La morphologie urbaine, donc par exemple, vous avez un petit schéma d'une rue en canyon qui ne permet pas une ventilation de la ville suffisante et qui du coup ne permet pas, quand la température baisse, de faire baisser la température dans l'intégralité de la ville, notamment pendant les nuits. Et puis les dégagements de chaleur issus des activités humaines. Donc ça peut être à cause des moteurs, ça peut être à cause des systèmes de climatisation individuels qui relarguent de la chaleur en externe, bien que rafraîchissant les bâtiments. Donc voilà, ce phénomène va participer à amplifier les canicules. Dans les zones plutôt urbaines, on a également le taux d'imperméabilisation du sol qui va jouer beaucoup pour les précipitations et inondations. C'est-à-dire qu'un taux d'imperméabilisation du sol qui est fort, ça va se traduire en des précipitations qui ne vont pas pouvoir être absorbées par les sols et du coup qui vont ruisseler et du coup créer des inondations. Dans les milieux ruraux, on va avoir d'autres problématiques qui ne sont pas forcément liées à l'îlot de chaleur urbain, bien sûr, et aux imperméabilisations des sols, mais qui vont être plutôt liées au réseau et au manque de redondance des réseaux, avec notamment pour les réseaux de transport des trajets plus longs et assez peu d'alternatives possibles. Pour les réseaux de télécommunications, une couverture mobile qui est moins fiable et puis moins d'antennes. Et puis pour les réseaux électriques, des réseaux aériens, donc qui peuvent être vulnérables aux tempêtes et vents violents, et puis toujours peu de redondance. Et puis sur les milieux littoraux, sur les milieux montagneux et sur les milieux forestiers, on va avoir des vulnérabilités qui sont typiques à ces milieux-là également. Vous pouvez retrouver toutes les fiches territoires qu'on a créées avec l'OID ici et sur lesquelles on détaille très bien les réponses des territoires face aux différents aléas climatiques. Et du coup, je vais tout de suite vous parler de l'outil au-delà du coup de la théorie qu'on utilise à l'OID qu'on met à disposition à nos acteurs et qui est gratuit et disponible pour tous et qui du coup permet de faire des analyses de risque. Et donc cet outil s'appelle Resilience for Real Estate. Il permet de faire des analyses de risque adaptation, ce dont on a parlé jusque-là, mais également des analyses de risque biodiversité. Donc il a 2 modules sur cette grosse plateforme. Et donc aujourd'hui, on va parler de BAT-ADAPT principalement, mais toi, tu vas parler un petit peu de BioDibat également. Et donc BAT-ADAPT, le module adaptation, et BioDibat, le module biodiversité. Pour BAT-ADAPT, donc, cet outil, c'est un outil cartographique donc qui permet d'avoir une visibilité sur différents aléas et différents indicateurs. Sur un périmètre France qui est plus précis et Europe qui est avec des modèles un peu plus récents. Et du coup, on a plusieurs scénarios climatiques et plusieurs horizons. Et ça permet de voir un petit peu l'évolution du risque. Ensuite, une fois qu'on a rentré l'adresse et quelques critères du bâtiment, on a accès à un diagnostic, toujours gratuitement, avec un petit encart pédagogique et puis le diagnostic multirisque du bâtiment avec les petits ronds de couleurs qui indiquent les niveaux de risque pour les aléas et puis davantage de détails sur chacun des aléas. Donc là, vous avez la possibilité de choisir les aléas en dessous pour rentrer plus en détail sur les différents indicateurs bruts, avoir les indicateurs chiffrés et puis voir un peu l'évolution de l'exposition climatique selon du coup les scénarios et selon les horizons et puis avoir une idée en soi de ce que ça traduit en termes de risque. Est-ce que c'est plutôt très fort ou est-ce que c'est plutôt faible, etc. Et là, côté vulnérabilité, en répondant à quelques questions sur la manière dont le bâtiment est fait et puis sur son usage, donc les choix de construction technique et l'usage, on a une idée de la vulnérabilité et puis des différents équipements qui sont dans le bâtiment, enfin des différentes zones du bâtiment. Et on a une analyse croisée
qui propose un couplage entre l'exposition et la vulnérabilité et qui donne un score final pour le bâtiment. Donc, on met cet outil à disposition de tous et puis du coup, je vous laisserai aller le consulter et je redonne tout de suite la parole à Jean-Baptiste pour définir ce qui pourrait être une grosse solution une fois qu'on a établi le risque. Merci Jean-Baptiste. Merci beaucoup, Sakina. Donc, on va être deux à parler sur ce volet adaptation via les SAFN, via la restauration des écosystèmes. Je crois que je peux passer les slides en fait directement si je clique. Est-ce que c'est bon? Ok, parfait. Parce que je pense que c'est ça qui créait les bugs tout à l'heure. On n'était pas. Voilà. Donc, pour revenir un petit peu aux bases sur la biodiversité, sur la nature, je pense qu'on n'est pas tous au même degré de conscientisation à ce sujet-là. Donc, j'ai remis une petite définition qui est la définition de la Convention sur la diversité biologique qui fait référence. Donc, la biodiversité, c'est la variabilité des êtres vivants de toute origine. Cela comprend la diversité au sein des espèces ainsi que celle des écosystèmes. Donc, en fait, c'est assez simple, hein, c'est de l'infiniment petit, la cellule de votre organisme jusqu'à la baleine bleue, et entre les deux, il y a l'ensemble de l'humanité. Donc, on fait tous partie de cette biodiversité qui se doit d'être en bonne santé écologique si on veut que le vivant soit viable à long terme. Donc, il y a différents indicateurs qui nous indiquent le bon état écologique d'un milieu et d'une espèce. Il y a la diversité écologique, donc c'est la diversité de milieux, le nombre d'écosystèmes, les zones humides, les zones côtières, enfin, c'est l'ensemble de cette diversité écologique. Il y a la diversité spécifique, c'est le nombre d'espèces sur cette planète, et il y a la diversité génétique, c'est le nombre d'individus au sein d'une même espèce. Donc, vous ne serez pas surpris, mais l'ensemble de ces indicateurs actuellement sont au rouge. Quelques chiffres qui nous viennent de l'IPBES, donc le GIEC de la biodiversité. C'est 75% de la surface terrestre qui est altérée de manière significative. C'est plus de 500 000 espèces qui aujourd'hui n'ont pas une surface suffisante d'écosystèmes pour survivre à long terme. Et en termes de diversité génétique, c'est seulement 9 espèces cultivées qui nous fournissent la moitié de la production alimentaire mondiale et seulement 8 espèces animales pour la production alimentaire mondiale. Donc, on est très, très vulnérable aujourd'hui dans notre système alimentaire, notre système de production. Et donc, si je passe à la slide suivante, ça veut bien marcher. Oui. Donc, ces indicateurs sont au rouge parce qu'il y a des pressions aujourd'hui qui sont exercées sur la biodiversité. Elles sont 5, elles sont scientifiquement prouvées et très, très claires. La première étant le changement d'usage des terres et de la mer, donc changement d'usage des sols pour le secteur de l'immobilier et de l'aménagement qui est concerné. Et la surexploitation des organismes vivants, c'est notamment la pêche, par exemple, mais c'est aussi l'ensemble de l'utilisation des matériaux en aval et en amont de la chaîne de valeur. C'est le changement climatique, qui est la pression qui augmente le plus en gravité avec le temps. C'est aussi celle qui est le plus du coup dépendante des actions d'atténuation. Il y a les pollutions, donc sur notamment la fin de vie des produits et les déchets qui sont liés aussi au secteur de la construction. Et puis il y a les espèces exotiques envahissantes, voilà, qui sont surtout liées en fait aux échanges mondiaux de la mondialisation. Et donc, slide suivante. À mesure que la biodiversité en fait est dégradée, ce sont l'ensemble des services que nous fournit la biodiversité qui se dégradent et qui s'amenuisent. Donc, ils sont de différents types, ce qu'on appelle des services écosystémiques. Il y a des services d'approvisionnement qui nous permettent de nous nourrir, notamment, ou d'avoir une eau de bonne qualité. Il y a les services de régulation qui permettent d'atténuer le changement climatique en séquestrant le carbone, qui permettent aussi de nous protéger contre les phénomènes extrêmes. Puis, il y a les services de support qui permettent de renouveler, par exemple, les sols, et les services culturels et sociaux qui sont là plus qualitatifs et qui sont très importants pour certains secteurs tels que le tourisme. Et donc, l'ensemble de ces services a une réelle valeur. Ça a été estimé par une étude qui a été relayée par le WWF. C'est 125 trillions de dollars qui seraient produits chaque année par nos écosystèmes. C'est beaucoup plus que l'ensemble de l'économie mondiale qui est chiffrée à 90 trillions de dollars. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on dégrade ces services fournis gratuitement, ce sont plus de services qui doivent être internalisés dans notre économie quand on peut le faire, parce qu'il y a plein de services qu'on ne peut pas faire à l'échelle humaine. Et donc, ça aura un réel coût pour l'ensemble des acteurs. Donc, les secteurs sont plus ou moins dépendants de ces services. Malheureusement, pour les participants ici présents, l'ensemble des secteurs sont concernés, mais surtout la construction et l'immobilier, qui sont tout à fait dépendants directement et aussi indirectement via leur chaîne de valeur aux services fournis par les écosystèmes.
Là, pour en savoir davantage, je vous conseille de lire la fiche benchmark qu'a fait CDC Biodiversité spécifiquement sur le secteur de la construction et qui nous montre que c'est notamment deux services qui sont vraiment très importants pour le secteur de l'immobilier et de l'aménagement, c'est-à-dire la protection contre les inondations et les tempêtes, et également la régulation du climat qui permet d'atténuer, par exemple, les îlots de chaleur urbains dont il a été question tout de suite. Donc ici, vous avez une petite illustration de ce que peut rendre comme service un sol qui est poreux et qui permet donc d'infiltrer les eaux convenablement, un arbre qui permet de projeter de l'ombre et qui permet de réguler la température, de faire des microclimats via évapotranspiration, et puis des surfaces qui sont végétalisées et permettent de mieux réguler la température à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments. C'est donc comment on peut penser son site, son projet comme support de biodiversité. Et il y a beaucoup d'opportunités à ce sujet-là. Et donc, lorsque on travaille à l'intersection entre ces enjeux climat qui sont de plus en plus graves, de plus en plus prégnants, et cet enjeu biodiversité, on parle de solutions d'adaptation fondées sur la nature. C'est un concept qui est notamment initié par l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature. Et donc, c'est l'ensemble des actions qui visent à s'appuyer en fait sur les fonctionnalités des écosystèmes pour s'adapter au changement climatique. Ce qu'on appelle des solutions qui sont sans regret, parce que les écosystèmes ont cette capacité de s'adapter à des climats futurs, ce que les solutions d'ingénierie classiques ne peuvent pas faire. C'est aussi des solutions qui n'émettent pas, ou alors beaucoup moins de gaz à effet de serre, et donc qui n'aggravent pas le changement climatique. Et ce sont aussi des solutions qui n'augmentent pas la vulnérabilité des autres. Par exemple, une climatisation augmente la température extérieure du bâtiment et donc va déporter la vulnérabilité sur les voisins. C'est également le cas des digues, par exemple, qui créent de l'érosion côtière le long du littoral. Et en plus, l'ensemble de ces SAFN, comme on les appelle, apportent des co-bénéfices, c'est-à-dire qu'elles viennent résoudre un problème qui est l'adaptation, changement climatique aux aléas extrêmes. Et elles permettent aussi tout un tas d'autres co-bénéfices comme la convivialité sur le site d'une entreprise, donc une meilleure santé humaine, une meilleure productivité des salariés, aussi une sécurité alimentaire et plein d'autres co-bénéfices qui sont donc valorisables lorsqu'on initie un projet de SAFN. Donc maintenant, on passe du concept un peu au concret. Je donne la parole à Philomène sur le guide qu'a fait l'OID des actions adaptatives. Juste avant, on va parler un petit peu justement de l'impact de ces solutions d'adaptation fondées sur la nature. On avait réalisé une étude en partenariat avec l'ADEME, pour le compte de l'ADEME, sur les scénarios de transition à 2050. Donc, il y avait différents scénarios de transition possibles à 2050 et l'OID avait pour mission de regarder l'impact de l'adaptation dans la transition et dans les coûts carbone, donc dans les émissions de gaz à effet de serre, que l'adaptation pourrait avoir pour chacun de ces scénarios qui cherchent à viser la neutralité. Et du coup, ces différents scénarios, il y avait le scénario 1 qui était sur une frugalité contrainte avec beaucoup de low-tech et de localisme et qui du coup mettait en œuvre des solutions d'adaptation fondées sur la nature. Le scénario 2 qui était sur la coopération territoriale avec des modes de vie soutenables, une gouvernance ouverte et des coopérations au territoire. Et donc, pareil, beaucoup de solutions fondées sur la nature dans ces méthodes d'adaptation. Et puis, on avait deux autres scénarios qui étaient les scénarios S3 technologie verte et S4 Paris réparateur. Donc, technologie verte avec des technologies sur lesquelles la décarbonation s'appuyait et du consumérisme vert. Et beaucoup de reconstruction, de déconstruction, reconstruction. Et le S4 avec un Paris réparateur, avec de la consommation de masse, des technologies de stockage de carbone qui sont à l'heure actuelle incertaines, et puis toujours de l'agriculture intensive et de l'intelligence artificielle. Et ces deux scénarios ne s'appuyaient pas sur des solutions d'adaptation fondées sur la nature. Et donc, nos travaux consistaient à regarder les coûts carbone. Et ce qu'on a vu, c'est que dans les scénarios 1 et dans les scénarios 2, l'adaptation permettait d'atteindre en fait une neutralité carbone en elle-même, puisqu'on était sur parce que ça permettait de faire à la fois du stockage de carbone, et pour chaque émission carbone, en fait, on avait derrière du stockage de carbone. Tandis que dans les scénarios 3 et 4, c'était impossible, même avec les technologies de captation, d'avoir des coûts carbone
qui était assez faible pour avoir une partie adaptation qui était neutre en carbone. Donc ça, c'était les conclusions d'un de nos rapports. Si vous voulez retrouver le rapport de synthèse et le rapport technique, on a toutes les méthodologies utilisées et tous les calculs réalisés, et puis toutes les conclusions qu'on a tirées, parce que ce n'est pas la seule conclusion qu'on a tirée de ces travaux, dans nos publications qui sont du coup disponibles et que vous aurez dans le support qui vous sera transmis à l'issue de ce webinaire. Et du coup, je donne cette fois la parole à Philomène. Merci. Moi, je vais vous parler d'un autre projet. Je ne vois pas du tout la souris. Elle est en bas. Je vais vous parler d'un autre projet qu'on a fait à l'OID, qui est la publication d'un guide des actions adaptatives au changement climatique, qui a été donc publié pour la première fois en 2021 sur le site de l'OID. Et en fait, actuellement, on travaille sur une mise à jour de ce guide, qui est donc une compilation de une quarantaine, un peu plus, d'actions adaptatives, dont certaines sont des solutions d'adaptation fondées sur la nature. Ce n'est pas le cas de toutes. Et dans la mise à jour que l'on met en œuvre, il va y avoir plus de solutions fondées sur la nature. Donc actuellement, le guide que vous pouvez trouver, il comprend des descriptions de l'impact de la solution. En fait, chaque fiche a un paragraphe sur l'impact qu'elle a, qu'il a l'impact positif. Ensuite, on a un guide de mise en place pour aider les utilisateurs du guide à pousser ces solutions. Un paragraphe sur les freins et leviers et pour certaines, des retours d'expérience pour aller plus loin si on a envie dans l'analyse de cette solution et d'avoir des exemples. La mise à jour qu'on met en œuvre actuellement, du coup, va comprendre des indicateurs de moyens et de résultats. Les indicateurs de moyens, ça va être du coup qui vont permettre d'évaluer à quel point les moyens mis en œuvre pour arriver à cette action sont efficaces ou non, et si ça suffit et ça aide à donner des clés en fait aux utilisateurs à comment mettre en œuvre cette action adaptative. Et on a aussi un paragraphe sur la maladaptation que nous, on définit comme est-ce que cette action, elle a un report de vulnérabilité qui soit temporel, spatial, sur un autre système ou écosystème, ou encore est-ce que cette action peut devenir un facteur d'aggravation si on n'a pas pris en compte les incertitudes liées au changement climatique. Donc, je ne vais pas forcément revenir plus que ça sur la maladaptation, parce que Jean-Baptiste en a déjà un peu parlé. Et je vais vous parler plutôt des indicateurs que l'on propose. Donc, avec l'exemple j'ai pris un exemple d'une fiche qu'on est en train de mettre dans le guide pour que ce soit plus parlant. Les cours Oasis. Les cours Oasis, du coup, c'est un concept qui vient de la ville de Paris, qui consiste à revégétaliser et à désimperméabiliser les cours de récréation des écoles, mais qui, au final, peut très bien être mis en œuvre aussi dans des cours d'immeubles, que ce soit des habitations, du tertiaire, etc. Et donc, ces cours Oasis, elles ont comme objectif, en fait, déjà de réguler le climat en diminuant la température pendant la période estivale. Ça permet aussi de récupérer l'eau, de gérer l'eau pluviale à la parcelle. Et voilà, ça a tout plein de co-bénéfices qui sont nombreux. Et donc, les indicateurs de moyens que l'on met en œuvre, ils sont là donc, pour accompagner les utilisateurs. Et par exemple, si on prend un des indicateurs qui peut être proposé, c'est par exemple le nombre d'arbres à feuilles caduques. Pourquoi ça? En fait, on se base d'abord sur les arbres à feuilles caduques, ils ont un potentiel d'évapotranspiration qui est important. Et ça va donc avoir une capacité importante de rafraîchissement de l'espace. On peut aussi proposer des indicateurs, par exemple, sur le coefficient de pleine terre, qui va permettre d'infiltrer l'eau pluviale, de la tamponner, et dans un second temps, lors de forte chaleur, de la restituer à l'atmosphère et de créer encore cet effet de rafraîchissement. Et on a donc des indicateurs de résultats qui vont venir, eux,
proposer une méthode d'évaluer l'efficience de l'action mise en place. Est-ce qu'elle est bien conçue? Et donc là, c'est vraiment c'est beaucoup des indicateurs de comparaison par rapport à l'état initial et l'état final. Donc, par exemple, la différence de température, la différence du taux d'humidité, etc. Ici, je vous ai mis des exemples de SAFN qu'on peut retrouver dans le guide. Les enjeux qui ressortent beaucoup, les aléas qui ressortent beaucoup, c'est par rapport à la chaleur et par rapport à la gestion de l'eau pluviale. C'est là où, au final, on a le plus de documentation. Et donc, un autre projet sur lequel on travaille et qui est lié au SAFN, qui est lié aux solutions fondées sur la nature, c'est des indicateurs d'évaluation des co-bénéfices liés à la biodiversité en immobilier. En fait, les solutions d'adaptation fondées sur la nature, elles reposent sur les fonctions écologiques de la biodiversité. Fonctions écologiques, ça va être tous les processus et interactions biologiques qui permettent le maintien et le fonctionnement des écosystèmes. Et donc, de ces fonctions écologiques qui sont donc totalement naturelles, on en tire, nous, des co-bénéfices ou services écosystémiques, ces deux terminologies qui sont synonymes. Et donc, nous, ce qui nous intéresse dans ce projet, c'est d'évaluer ces co-bénéfices, évaluer les retombées positives de la présence de biodiversité sur une parcelle pour accompagner les professionnels du bâtiment, de l'immobilier, etc., à développer des solutions fondées sur la nature. Donc, ce n'est pas, contrairement au guide, ce n'est pas un prisme seulement adaptation. Le prisme qui a été pris, c'est vraiment biodiversité. Et donc, néanmoins, en fait, ce qui est important pour nous, c'est de replacer ces indicateurs dans un contexte environnemental. Sinon, sorti de son contexte environnemental, ça n'a pas forcément de sens. Donc, si on prend l'exemple de l'aléa vague de chaleur, la démarche que l'on a avec cet outil, c'est de regarder la cartographie. Est-ce que mon territoire est soumis et exposé à l'aléa vague de chaleur? Et donc, si oui, ça va être un enjeu du territoire. Et c'est là où, du coup, on va venir questionner les caractéristiques intrinsèques de ma parcelle et de mon bâtiment. C'est la partie plutôt donc vulnérabilité dont vous parlez, Sakina, tout à l'heure. Et après, nous, ça nous permet de calculer un indicateur final de co-bénéfice pour évaluer au final la capacité de ma parcelle et de mon bâtiment à répondre à cette exposition, à cet aléa. Des exemples concrets du type de questionnaire qu'on peut poser, par exemple donc, par rapport à l'aléa vague de chaleur, ça va être le nombre d'arbres à feuilles caduques, le recouvrement du sol, est-ce qu'il est beaucoup artificialisé, peu artificialisé, etc. Voilà. Et donc ce projet, il est en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle. On a lancé un projet étudiant en fait avec eux qui s'est terminé en avril. Et donc tout ce projet, pour redonner un peu de contexte, il est développé dans le cadre du Biodiversity Impulsion Group, qui est un programme mené par l'OID pour avancer sur les thématiques de biodiversité et qui permet donc de proposer des outils pour les professionnels, des outils d'aide à la décision comme celui-ci, qui est donc disponible, c'est sur Biodibat, l'autre outil dont vous parlez, Sakina, précédemment. Et aussi, c'est l'occasion de faire en fait des partages de connaissances et de bonnes pratiques pour passer à l'acte. Voilà, et du coup, je laisse François Perron pour la suite, pour un retour d'expérience, qui est cofondateur de Zefco. Et si tu veux, normalement, tu peux partager ton écran. Ouais, merci beaucoup. Je vous partage ma page. Et donc, gardez vos questions pour la fin. On a vraiment ce moment d'échange tout à la fin. Là, on enchaîne les présentations les unes après les autres. Et ensuite, on pourra répondre à toutes vos questions.
donc, qui est passé normalement en plein écran. Donc, bonjour à tous. Ouais, c'est bon. Très rapidement, je l'ai fait tout à l'heure, mais je représente ZEFCO. Donc, effectivement, on est un bureau d'études, ce qu'on appelle communément un bureau d'études d'environnement. On est une 25 personnes. On développe des méthodologies assez contextuelles proches du projet, avec à chaque fois un mix entre la technique, de l'innovation et une approche un peu sensible du développement durable. Et on croit beaucoup à la valeur du collectif, c'est-à-dire qu'on essaye d'embarquer un maximum de personnes avec nous parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on va réussir à faire avancer des sujets. Et donc, on travaille sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'aménagement, donc dès les politiques publiques, où on accompagne des territoires. On a été l'AMO technique de la feuille de route de décarbonation de la filière aménagement. Et puis, on descend un petit peu comme ça toutes les échelles, échelle territoire, échelle urbaine, des macrolos, donc des petits bouts de quartier, et puis des bâtiments avec une volonté d'aller jusque l'ingénierie, la certification et même le suivi en exploitation, parce qu'on pense que le retour d'expérience est essentiel dans cette montée en compétences collectives. On travaille un peu partout en France, principalement dans les métropoles. Ça, c'est lié aussi au niveau d'ambition des projets. Forcément, on cherche à descendre un petit peu dans une échelle un peu plus fine d'une moyenne qui nous intéresse beaucoup, avec Tours, Poitiers, Laval, qui sont des villes sur lesquelles on commence à travailler aussi. Je reviens très rapidement sur l'objectif, parce que le constat et l'objectif, parce qu'il y a un élément qui est pour nous essentiel à comprendre, c'est que on parle beaucoup du climat 2050 et des projections 2050. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aujourd'hui, en fait. Là, on vous donne les fichiers météo qu'on utilise. Vous avez le fichier météo moyen des 20 dernières années à Paris, le fichier 2050 RCP 4.5, qui est le scénario juste en dessous de celui qui a été évoqué par Sakina, et le fichier météo 2022. Et on voit que l'année 2022 est déjà au-delà en fait, du climat de 2050. Et donc, ce n'est pas quelque chose où on se dit on a le temps de se projeter, c'est quelque chose qu'on doit faire dès à présent, et surtout dans la filière, lorsqu'il est question d'aménagement, où les décisions, en fait, quand on commence à travailler sur un territoire ou sur un projet urbain, on prend des décisions qui seront appliquées dans les 10 prochaines années et qui auront des effets sur les 50 prochaines années. Donc, en fait, il est hyper important d'avoir ce timing-là en tête, pour pas juste se dire bon, je le ferai la prochaine fois, parce que c'est difficile de le faire maintenant. Et puis, il y a un double objectif derrière ça, c'est-à-dire que le changement climatique est généré par une augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, aujourd'hui, il est fondamental de toujours, sur chacun des projets, de travailler sur ce double objectif, à la fois atténuer le changement climatique en générant moins de chaleur, moins de gaz à effet de serre, et créer plus de fraîcheur en face, c'est-à-dire travailler à l'adaptation aussi de nos villes et de nos territoires. Je vais essayer de descendre un petit peu à travers des projets qu'on a fait chez ZEFCO, de descendre un petit peu toutes ces échelles-là. Je commence donc avec un travail qu'on a fait pour Vallée Sud Grand Paris, qui était dans le cadre de leur plan climat, rédiger un nouveau plan climat, et ils voulaient voir ça un petit peu sur tous les secteurs d'aménagement qu'ils envisageaient, quels étaient les risques potentiels qu'ils avaient par rapport aux îlots de chaleur urbains. Et donc, on a travaillé sur des grandes cartographies comme ça pour repérer, donc ça c'est des thermographies estivales, et on a repéré les points chauds et les points froids de la carte. Et on a commencé à essayer de comprendre pourquoi. Donc à chaque fois, avec une image satellite, on a travaillé sur les thermographies, sur les taux d'imperméabilisation. Enfin, il y a beaucoup de cartes en Île-de-France, donc en fait, on a beaucoup de données qui nous permettent de croiser ces données-là. Et en fait, on a commencé ça a déjà été évoqué, c'est assez su, mais c'est bien de le vérifier de temps en temps, c'est que l'effet d'îlot de chaleur, il est généré par un taux d'imperméabilisation des sols très important, peu de surface végétalisée et une surface moyenne bâtie assez conséquente. À l'inverse, les îlots de fraîcheur, peu d'imperméabilisation, beaucoup de végétalisation, peu de surface bâtie, on s'y attendait, mais on voit qu'on peut récupérer la donnée assez facilement. À partir de là, on a fait des zooms nous, sur le territoire. Donc là, vous voyez un des zooms que l'on a fait, où on s'aperçoit qu'on est dans un territoire où on a une zone de fraîcheur et une zone de chaleur qui sont juste à côté.
et que ces fiches étaient destinées à l'Institut de Grand Paris. On faisait des diagnostics en disant voilà, vous avez un élu de fraîcheur, vous avez un élu de chaleur à côté, vous avez des vents dominants, et ensuite on proposait des pistes de résolution. Et là, on prenait l'exemple de Stuttgart, qui, en fait, dans son plan d'aménagement, avait une configuration similaire et a créé, de par l'aménagement, des couloirs de vent pour permettre à la fraîcheur de rentrer en ville justement via l'aménagement, et donc d'éviter de couper ce flux de climatisation naturelle de la ville à travers l'aménagement. On descend dans une échelle un peu plus petite, là, donc on est à Val-de-Fontenay, mais toujours en Île-de-France. C'est un gros projet urbain qui se développe. Le premier plan guide visait 600 000 m² de construction, de programmation, donc ça fait partie des gros projets de développement autour de Paris. Et pour le coup, dans les premiers échanges qu'on a eus avec les urbanistes qui nous accompagnent, qu'on accompagne, qui sont TVK, on a voulu proposer à Val-de-Fontenay de réaliser un projet qui soit compatible avec les accords de Paris. C'est-à-dire qu'au début, les urbanistes ont venu nous voir en nous disant de faire un projet zéro carbone, etc. On a dit, bon, si déjà on est compatible avec les accords de Paris, et donc on cherche à développer un projet qui tient les moins de 2 degrés d'évolution du climat, ça serait déjà pas mal. Et donc, on a travaillé dans ce sens-là avec ce qu'on appelait avec une double vision donc, de stratégie, une stratégie d'atténuation sur le volet carbone, plutôt une approche globale, l'impact planétaire que le projet va avoir, et puis une stratégie d'adaptation, plutôt bien-être, plus proche des enjeux locaux, avec un diagnostic santé, la qualité de l'air, la gestion de l'eau, etc. Et cette double approche, elle s'est traduite par une boussole, parce qu'en fait, quand on commence à travailler sur ces échelles-là et sur ces ambitions-là, on n'a pas toujours un objectif final ultra précis. On est sur des visions qui sont très, très multiples, transversales, avec des enjeux qui sont croisés. Et donc, on a développé une boussole où on se dit, ça, c'est la trajectoire de la SNBC, globalement, donc la stratégie nationale bas carbone, et on se dit à la fin de la concession, en 2035, la fin de la concession de l'EDF1, on doit arriver au moins 45, puisque c'est la courbe qui nous est donnée. Et en sachant que le parti pris était de dire tout ce qui ne va pas bouger entre la fin de concession et 2050 doit être aux objectifs 2050, donc tout ce qui est construction énergie doit déjà atteindre les objectifs de 2050. Et tout ce qui est mobilité, usage, on a travaillé aussi sur ces volets-là, qui sont des points hyper importants. Mobilité, usage, on ne peut pas se permettre de prendre en avance. Il faut que l'état d'esprit, la population ait aussi le temps de changer. Et donc, on se fixe des objectifs 2035 et avec une capacité de réversibilité, notamment sur les parkings, pour que tout ce qui soit construit le delta qu'il existe entre 2050 et 2035 soit construit en réversible pour qu'on puisse revenir en arrière une fois que tout le monde aura changé ses modes de vie. Ça donne quoi? Voilà, ça c'était le bilan carbone de l'opération, les budgets carbone qui étaient à disposition pour l'opération, et on voit qu'on vient complètement écraser la partie énergie, construction, que ce soit pour le résidentiel ou pour le tertiaire, de manière très forte pour contraindre, et que sur la partie alimentation, mobilité, on est un peu moins contraint, parce qu'encore une fois, on cherche à laisser le temps. Et puis, en fait, une fois qu'on avait cette boussole qui était nous, qui est très partagée, en fait, qui est un élément qu'on a pu aussi mettre un peu au milieu de la table avec l'aménageur, la ville, les équipes de conception. En fait, on l'a transcrit par sous-secteur, parce qu'il y a des sous-secteurs dans cette opération-là, où on se dit, voilà, chaque sous-secteur, en fonction de sa programmation, a un budget carbone, construction énergie à disposition, et on va chercher à faire des péréquations. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait fait ça, on a dit il y a un enjeu à créer un contrat de solidarité territoriale, dans le sens où en fait vous avez des secteurs, les deux premiers secteurs sont juste à côté de la gare.
de Val-de-Fontenay à Alouette, et donc forcément très attractif, etc., avec plus de facilité, plus de facilité à atteindre les objectifs, même si les objectifs sont assez hauts. Et à l'inverse, vous avez des sous-secteurs comme Pointe, Marais, qui sont plutôt loin et plutôt vocation, parce que Saint-Lambros et Auchangar sont très tertiaires, là où Pointe, Jean Marais, Marais et Vaisseau sont plutôt des secteurs de logements sociaux. Et donc, ce qu'on explique, ce qu'on a donné comme règle du jeu à l'échelle de toute la concession, c'est de dire on va mettre plus d'efforts sur la partie Auchangar et Saint-Lambros, c'est-à-dire qu'on va demander d'être beaucoup plus bas par rapport aux objectifs pour pouvoir permettre aussi à d'autres secteurs qui sont moins avantagés de pouvoir aller plus loin. Et en parallèle de cette boussole qui était plus carbone, on a fait une boussole des indicateurs d'adaptation, où on est parti de l'état existant sur un certain nombre d'indicateurs, coefficient de biotope surfacique, régulation thermique, gestion de l'eau, et on a donné en face les objectifs à atteindre en fonction du projet urbain qu'on voulait mettre en place. Et on a comptabilisé aussi l'intérêt de la désimperméabilisation dans le stockage carbone. Et ça, c'est des objectifs qu'on se donne par sous-secteur et qui nous permettent aussi à un moment de dire, voilà, est-ce que ce qu'on fait continue de rentrer dans la boussole, dans les objectifs qu'on s'est donnés. Je ne sais pas si je l'ai mis là, donc je ne l'ai pas mis là. Juste pour finir sur ce projet-là, c'est un projet qui a été lauréat du plan d'investissement d'avenir pour les démonstrateurs de la ville durable. Donc aujourd'hui, on est accompagné sur cette partie-là. On a un temps d'incubation de 18 mois là, qui nous permet d'aller plus loin dans cette définition de boussole, et surtout, on est en train de créer un outil d'aide à la décision où en fait, on vient lier cette boussole-là avec le bilan d'aménagement pour pouvoir tout de suite vérifier le coût financier du gain carbone, et donc de vérifier quelles sont les solutions les plus pertinentes, les plus efficientes du point de vue du carbone et de l'adaptation. On continue de descendre. Donc là, on est à l'échelle du quartier des espaces publics. On est autour de la gare de Lyon-Perrache à Lyon, forcément. Et pour le coup, on travaille sur tout le secteur que vous voyez là sur la cartographie à droite. Et on a simulé. Donc là, on utilise un logiciel de simulation qui s'appelle Envimet. On a simulé en fait le potentiel d'îlots de chaleur urbain de tous les espaces, et à partir de là, on définit des typologies d'espaces qui doivent amener des réponses spécifiques. Et derrière, on vient proposer des fiches réponses qu'on met à disposition des concepteurs, et où justement on travaille sur on regarde ce qui a été fait à côté plutôt vertueux, et on essaye de l'appliquer sur le projet. Notamment là, on voit la question du traitement des espaces publics, soit en fosse d'arbres, soit avec une bande végétale continue. Ça, c'est un exemple à Stockholm, où en fait, vous voyez là sur le... Je ne sais pas si on voit ma souris, mais sur la bande de gauche, ils ont planté des fosses d'arbres. Les arbres ont été plantés à la même maturité, hein. Ça c'est important de le dire. Donc des fosses d'arbres, et puis le développement d'arbres plus proches sur une bande végétalisée complète. Et donc derrière, avec cette notion de co-bénéfice aussi, puisque en fait, on plante des arbres et ils ont la même maturité, sauf que là, on génère plus d'ombre, on gère mieux les eaux pluviales, et derrière, on a plus de confort et aussi plus de biodiversité. Donc voilà. Et donc en fait, on vient quand même ça, zoomer et donner des éléments de réponse. Donc c'est quasiment ce que fait les outils qui ont été présentés plus en amont. On adapte aussi à un contexte un peu plus local. Là, on est plutôt à l'échelle du macro-lot. On revient à Paris, là, on est dans le centre-ville de Paris, qui a un gros problème d'îlot de chaleur. Et donc, pour le coup, c'est une opération qui fait 35 000 m² dans Paris. Et on arrive sur un site existant, qui est un site tertiaire et avec un passé industriel pour la banque qui est au fond, là,
qui est bien chargé, qui a une densité bien parisienne, et sur lequel c'était des espaces extérieurs avaient été pensés comme des espaces servants dans lesquels on devait pouvoir se déplacer en voiture, etc., etc. Quand on est arrivé sur le projet à la phase programmation, on est allé voir le client et on dit bon, ben voilà, nous, notre objectif, on a regardé, ça doit être possible, c'est de multiplier le coefficient de top surfacique par 3. Et en fait, ça a été la feuille de route, un petit peu en disant voilà, on a regardé, on pense qu'on peut faire un x3 et on a donné ça, parce que c'était en phase un peu amont de programmation, on a donné ça comme objectif aux équipes de conception. Et en parallèle, on a travaillé aussi avec un hydrologue sur l'opération, puisqu'il y a une légère pente sur le site. Et puis, il y avait un élément qui nous intéressait beaucoup, c'était de générer de l'îlot de fraîcheur, c'est-à-dire non pas de réduire l'effet de chaleur, mais c'est de créer un îlot de fraîcheur à notre échelle. Et donc, pour le coup, il y a un fort effort de végétalisation très important et surtout de désimperméabilisation, c'est-à-dire que les espaces que vous voyez là dans la cour ou même d'entrée, là, sont des espaces qui sont perméables, même s'ils sont marchables et véhiculables. Derrière, on abat les eaux pluviales, les petites pluies, avec tout un système de chemin de l'eau, et c'est là où l'hydrologue est assez important. Il y a un travail de rétention à ciel ouvert aussi qui nous permet de gérer les pluies. Je crois qu'on monte jusqu'à la Vintenale, sachant que c'est des pluies qui vont être de plus en plus récurrentes aujourd'hui. C'est une des conséquences du changement climatique, c'est qu'on a moins de pluie, enfin moins de petites pluies et plus importantes. Et puis derrière, on favorise l'îlot de fraîcheur de la végétation parce qu'on a réussi à la maintenir en eau aussi en période de stress hydrique. Et comment? C'est qu'aujourd'hui, on est en train d'étudier deux possibilités. Soit on se base sur le réseau d'eau non potable de la ville de Paris, qui sont les excédents des eaux du canal de l'Ourcq. Il y a tout un réseau qui est déployé dans Paris qui sert pour le nettoyage des rues, mais aussi pour rafraîchir l'hôtel de ville de Paris, etc., qui a un réseau qui est en plein redéveloppement. Soit en récupérant les eaux usées en fait, du site, qui sont générées avec un traitement des eaux grises usées, avec un pré-traitement et une logique d'infiltration. Donc, ce n'est pas de l'arrosage, c'est de l'irrigation, parce qu'il faut passer les arcanes de l'ARS quand on réutilise des eaux grises. Donc voilà, c'est les deux pistes qui sont en cours d'étude, mais ce qui nous permettrait de maintenir ces espaces en eau et donc de démultiplier la capacité de la végétation à générer de l'îlot de fraîcheur. Et ça, l'objectif qu'il y a derrière un petit peu tout ça, même si les modèles ne se chaînent pas encore, c'est de tendre vers le zéro climatisation. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de faire avec notre client sur ce projet-là. Mais c'est de réussir à ne pas générer ou augmenter l'îlot de chaleur en travaillant avec des groupes froids sur ce projet qui rejettent du chaud en pleine ville, mais vraiment tendre vers la zéro climatisation avec un certain nombre de dispositifs, mais aussi de la ventilation naturelle. Et donc là, on voit les premières simulations donc avec la température opérative dans les pièces avec la ventilation naturelle, en sachant que cette ventilation naturelle ne prend pas en compte la température immédiate de l'air qui est à proximité des pièces. Et c'est là où il manque un maillon dans les outils qu'on utilise. Mais forcément, si on arrive à réduire l'effet d'îlot de chaleur sur notre site de manière un peu drastique, on sait qu'on aura un bénéfice sans doute plus important que celui qu'on voit aujourd'hui à l'écran. Dernier exemple, et là on revient un petit peu à l'exemple aussi du cours Oasis, ça c'est le super équipement Pinard. Donc on est dans les axes Saint-Vincent-de-Paul, dans le 14e. Et on travaille sur un site existant, c'est une ancienne maternité. Encore une fois, un site très très imperméabilisé à la base. Il y a un gros travail qui a été fait à l'échelle de la ZAC avec une gestion à ciel ouvert de la pluie trentenale, donc tous les 30 ans, et donc tout un maillage assez fin sur comment en fait les projets doivent jouer, enfin les bâtiments jouent un premier rôle et puis ensuite l'espace public joue un deuxième rôle, et tous ensemble on assure la gestion de la trentenale à ciel ouvert. Et ce qui a nécessité un gros travail en fait
type de conception de la part des architectes. Là, c'est Chartier Alix qui porte ce projet-là, en sachant qu'il y a un gymnase en dessous, ce qui ne simplifie pas non plus la question de l'abattement. Mais on a réussi, en fait, en travaillant sur tous les interstices. Donc, vous voyez, en fait, le gymnase est là, mais on a réussi à développer une bande de pleine terre ici, une bande de pleine terre ici qui est en dessous du niveau de l'espace public, donc qui doit complètement gérer en autonomie. Et tout en générant l'usage, parce qu'en fait, au niveau de ces cours anglaises-là, je pense que je n'ai pas de coupe, mais vous avez des espaces d'activité qui donnent dedans, donc avec des fenêtres qui donnent sur un espace extérieur qui peut être utilisé. Et donc, en fait, il y a tout un travail qui a été fait justement pour permettre à la fois à ces cours anglaises d'être complètement transparentes à l'eau, tout en générant l'usage. C'est qu'en fait, on a réutilisé les tuiles, on réemploie les tuiles qui sont sur les toits enfin, qui sont sur des toits qu'on démolit, qui ont été recréés postérieurs à la construction initiale. Et en fait, on met ces tuiles sur le champ, dans le sol, ce qui nous permet de développer un espace où on peut marcher, on peut mettre une table, etc. dehors, tout en ayant une porosité hydraulique complète. Donc voilà. Ça, c'était pour le tour des projets. Et puis, juste en conclusion, sans doute, on parle beaucoup, on insiste beaucoup en fait, sur les services que la nature peut rendre à la ville. On insiste aussi, nous, et c'est des pistes de développement qu'on a chez nous, sur ce que la ville peut donner à la nature, parce qu'on y prend beaucoup à la nature, donc à un moment, c'est bien de lui rendre. Et notamment, sur les biodéchets, le compostage, etc., c'est quelque chose qui est assez usuel maintenant, mais comment on peut industrialiser aussi à l'échelle urbaine le compostage. Il y a des super structures qui le font, des moulineaux, des alchimistes, etc. Font ça très bien. Et puis, un autre gros sujet, c'est la récupération de l'urine. Il faut savoir que l'urine, c'est un super engrais fertilisant. Du coup, en fait, c'est très coûteux énergétiquement de séparer l'urée dans les eaux usées pour pouvoir repotabiliser l'eau. Donc ça, c'est un mécanisme très, très énergivore. Et de l'autre côté de la chaîne, pour fabriquer des engrais, vous avez un mécanisme qui est, je crois, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Donc, au final, si à un moment, on arrive à recréer ces boucles-là, ces synergies-là entre urbain et rural, il y aurait des co-bénéfices qui seraient très, très, très importants. Et puis, ça permettrait de redéfinir aussi un contrat de partenariat territorial qui serait très différent. Aujourd'hui, en fait, même malgré la ZAN, on est en train quand même d'urbainiser en masse et on a beaucoup d'urbanisé. Aujourd'hui, si on arrive à mettre en place les synergies dont je viens de vous parler, vous allez forcément avoir un équilibre des forces qui va s'instituer, puisque vous allez avoir besoin du rural pour nourrir la ville et vous allez avoir besoin de la ville pour nourrir la campagne. Et ça nous intéresse parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui nous manque dans toutes les directions qu'on prend et dans toutes les décisions qu'on prend, c'est cette vision collective, commune de qui doit faire quoi et où est-ce qu'on place l'effort. Et puis, le dernier point, c'est que c'est bien de vouloir aider la société humaine à survivre au changement climatique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de vivre la 6e extinction de masse. On a une perte de biodiversité phénoménale et qu'aujourd'hui, en fait, il faut aussi qu'on laisse la place à la nature, juste pour la nature, parce qu'on a un effondrement dont on ne mesure pas les conséquences actuellement, mais un effondrement de la biodiversité, alors que c'est la base de tout ce qui est de nos médicaments, de nos ressources, de notre nourriture, etc. Et c'est juste, voilà, c'est pas qu'un outil, la nature. C'est beaucoup plus que ça, et c'est notre environnement, c'est celui dans lequel on est. Et j'ai fini. Merci beaucoup François, c'était super clair, c'était très très intéressant. Et donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Là on a disons 20 minutes, on est très bien dans le timing pour échanger, pour poser vos questions. L'ensemble des éléments, vous n'avez peut-être pas tout suivi, donc on va tout vous envoyer suite à l'atelier par email. Vous aurez les liens vers les ressources qui ont été citées, vous aurez le support, si Zefco est OK pour qu'on partage aussi le support.
Il se sera hébergé sur le site de CDC Biodiversité, vous aurez le lien. Et l'ensemble du replay du webinaire sera sur YouTube, sur les chaînes respectives de l'OID, je pense, et puis de CDCB. Donc voilà. Voilà. Donc je vous propose que vous posiez vos questions dans l'espace Q&R de Zoom. Vous allez les écriviez, puis moi, je vais faire l'intermédiaire avec nos intervenants. On a déjà une première question qui est très, très, très technique, très directe, de Maud Robertson. Que signifie abattre les eaux pluviales, François? Alors, abattre les eaux pluviales, c'est les faire disparaître du réseau, tout simplement. Et donc, au final, vous avez aujourd'hui la gestion des petites pluies, et ce qui est demandé de plus en plus dans les villes, c'est de pouvoir abattre les petites pluies et donc de les infiltrer. Donc, ne pas les rejeter au réseau. Donc, c'est ça l'abattement, c'est juste que chaque bâtiment, chaque site soit en capacité en fait, d'infiltrer les eaux, parce qu'on a besoin de retrouver l'infiltration un peu partout. D'accord, très bien. Il y a d'autres questions de la salle virtuelle? S'il n'y en a pas sur la salle, moi j'en ai une pour François. Je me demandais, est-ce que vous aviez un moyen de quantifier justement l'abattement pluvial sur vos projets? Est-ce que vous savez le faire ou est-ce que vous ne le faites pas? Oui, alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la logique d'abattement, en fait, à la base, c'est quelque chose d'assez, c'est quelque chose qui est inscrit dans le PLU parisien. Donc, pour le cadre d'urbanisme parisien, la ville de Paris met à disposition un outil pour elle. Donc, oui, on a un moyen très, très, très défini de le calculer. Aujourd'hui, c'est une logique qui s'étend de plus en plus. Et à contrario, on est en train de changer aussi la logique de rétention. C'est-à-dire qu'on demande d'abattre de plus en plus pour pouvoir infiltrer. Et par contre, on réduit le pourcentage de rétention parce qu'en fait, il y a de moins en moins d'intérêt à faire par exemple 100% de rétention de la décennale. La pluie décennale, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, comme les grosses pluies augmentent, le fait de demander d'aller retenir 80% de la trentenale fait beaucoup plus de sens aujourd'hui. Donc il y a une espèce de reconsidération un petit peu de la gestion des eaux pluviales dans les projets urbains et dans leur définition dans le PLU, qui aujourd'hui serait les petites pluies doivent disparaître et elles ne peuvent pas partir dans les eaux. Et par contre, on ne demande pas un absolu sur une pluie décennale, mais plutôt une quantité d'une pluie plus grosse à retenir à la parcelle. Ok, merci. Ce qui évite de surdimensionner aussi tous les équipements. Et d'autres questions aussi pour toi, François. Quel outil d'évaluation de l'îlot de chaleur urbain utilisez-vous chez ZEFCO? Alors aujourd'hui, nous, on utilise. Alors, il y a déjà une analyse qui est plutôt à partir de données, comme je vous l'ai montré là sur la partie Vallée Sud Grand Paris. C'est-à-dire que quand on veut étudier un territoire aussi large, en fait, on utilise les thermographies, on utilise la caractérisation, en fait, les caractéristiques du site, et à partir de là, on définit un chaleur. Et ensuite, on utilise deux outils chez nous. On utilise Envimet. Ça, c'est un logiciel qui est dédié à cette question-là. On a utilisé à plusieurs reprises, notamment sur les espaces publics du village olympique. Et ensuite, on utilise un autre outil qui définit un indicateur de confort humain plutôt dans les villes, qui est l'UTCI, donc Universal Thermal Comfort Index. Et donc ça, pour le coup, c'est des outils qu'on a montés en interne à partir de briques d'outils open source. Voilà, sur Génération Pure, pour ceux qui connaissent. Très bien. Une autre question technique, OID ou toi, François, à partir de quelle épaisseur pouvez-vous estimer qu'il s'agit de la pleine terre et surtout sur toiture? Moi, je peux répondre si vous voulez. La pleine terre, c'est le principe même, c'est justement, on n'est pas sur dalle, donc que ce soit une dalle au rez-de-chaussée ou une dalle en toiture, ça revient à la même chose. Quand on parle d'être sur dalle, c'est qu'on a un revêtement qui est étanche. La pleine terre, on n'a rien en dessous. On est directement sur la roche-mère. La roche-mère, c'est une couche géologique. Et donc, voilà, la pleine terre, c'est pas une histoire d'épaisseur. Ça peut être quelques mètres. Ou beaucoup plus, mais voilà, il n'y a pas d'histoire d'épaisseur. Je complète juste parce qu'il y a certains PLU
Alors, je suis complètement d'accord avec la réponse, c'est-à-dire que la pleine terre, c'est de la pleine terre, il n'y a pas de question d'épaisseur. La pleine terre, il faut que ça aille en bas, il faut que le système racinaire en l'eau puisse arriver jusqu'au tréfonds. Et c'est comme ça qu'elle doit être pensée, la pleine terre. Il y a juste dans la définition de certaines villes et dans le PLU, dans les PLU de certaines villes qui disent que la pleine terre peut être considérée comme en ayant 2 mètres d'épaisseur, etc., etc. Donc, ce qui fait qu'il y a certaines villes qui n'ont pas la même définition, même si la bonne et la seule qui est vraie, c'est celle qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au tréfonds. Ok. Donc, merci pour cette réponse très complète. Existe-t-il des outils et des règles de calcul du potentiel de captation carbone du sol? Oui, François, à nouveau. Pour le coup, à ma connaissance, il n'y a pas d'outils, il y a des recherches qui sont faites. Et c'est plutôt des grandes masses, parce qu'en fait, la capacité du sol à capter le CO2 dépend de sa composition, du nombre de bactéries, de microbes qu'il contient, etc., du nombre de strates qu'il accueille, etc. L'ADEME avait sorti des fourchettes de captation par type de vêtements, et je crois qu'il n'y a pas de données plus poussées actuellement à disposition. Mais encore, moi je reviens juste sur la question du carbone, et c'est-à-dire que au final, j'ai presque envie de dire, on s'en fiche de savoir si on a un chiffre précis ou pas sur la captation de carbone dans le sol. En fait, il faut juste piger que le sol il capte du carbone, qu'on en a besoin d'en capter beaucoup actuellement, et donc il faut y aller, c'est tout. Et que plus le sol est vivant, plus il va en capter. Ouais. Et on a une question qui rebondit un peu là-dessus, sur l'analyse de cycle de vie des projets. Est-ce qu'il y a un ACV biodiversité qui existe pour comptabiliser les impacts des actions mises en place? Est-ce que l'ACV bâtiment permet, en amenant un vrai regard sur les impacts de rénovation notamment? Pour le moment, il y a très peu de fiches ACV qui sont mises en place pour la biodiversité, avec un focus biodiversité. Il y a des outils qui existent. Il y a Globio, il y a le GBS, je ne sais plus, Global Biodiversity Score. Score, c'est ça. Donc, il y a quelques outils qui existent, mais c'est vraiment quelque chose de très émergent. À l'OID, nous, on va faire aussi on va travailler sur toutes ces méthodes qui existent pour faire un document pour voir justement qu'est-ce qui existe, quelles sont les méthodologies et quels sont les genres d'enjeux et leviers derrière. Vu qu'on parle du GBS, je peux en dire quelques mots. C'est un outil développé ACDC Biodiversité et qui permet pour une entreprise de mesurer son impact, ses dépendances, donc plutôt à l'échelle de l'entreprise, pas seulement d'un projet. Mais c'est l'ensemble des flux de matière qui sont utilisés, notamment la surface de sol qui est occupée par les activités de l'entreprise. Donc voilà, c'est une étude avec beaucoup de données et qui permet de faire le pendant du bilan carbone, mais pour la biodiversité. On a une question aussi à l'échelle projet. Étudiez-vous l'impact du choix d'espèces végétales adaptées à un climat changeant par rapport à la stratégie d'atténuation des îlots de chaleur urbains? Équilibre à trouver, robustesse des espèces, caractère local non invasif, etc. ZEFCO, j'imagine. Alors, pas nous, parce qu'on n'a pas les connaissances qui vont avec, mais effectivement, oui, on travaille beaucoup avec les paysagistes et de plus en plus souvent avec des écologues pour pouvoir justement adapter les essences, en sachant que de plus en plus, là, il y a une démarche qui se développe et qui est très, très intéressante, c'est la culture de plantes sauvages. En fait, c'est plutôt que d'aller chercher des plantes qui ont été récoltées en France, mises en semis en Pologne, poussées aux Pays-Bas et revenues en France. On va directement les chercher et les faire grandir très localement, ce qui permet d'avoir des plantes qui ont des caractéristiques très propres, même à la nature même du sol, etc., qui les rend beaucoup plus résilientes. Voilà. Oui, donc on a aussi de notre côté 2 outils. Il y a Végétal Local qui permet d'un peu savoir un petit peu les essences les plus adaptées au climat local. Et puis il y a aussi un outil qui s'appelle Sésame, donc qui mérite, je pense qu'on en parle un petit peu. Ça permet, je crois qu'il y a une grande base de données de plus de 400 plants et qui permet de mesurer en fait l'éco-bénéfice pour chacun des plants, chacune des essences en termes d'ombrage, en termes d'évapotranspiration.
Donc, c'est l'outil Sésame qui a été développé par une collectivité, la collectivité de Metz, et qui augmente sa base de données au fur et à mesure. Donc, vous pouvez aller consulter. J'avais deux questions réglementaires aussi. Alors, il y en a une, c'était sur… apparemment, on n'avait pas assez parlé des substrats, et que c'était une question réglementaire récurrente. Et on a aussi la question sur les exigences d'architecture historique. Par exemple, toiture en zinc à Paris. Les ABF sont-ils ouverts à cette évolution? François, je pense. Ouais, alors sur les ABF, je pense que le PLU bioclimatique va changer pas mal de choses. Après, c'est là où en fait on parle beaucoup de contrats ou de partenariats territoriaux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on ne peut pas demander le même effort à tous. Euh, donc, c'est là où il faut équilibrer les forces. Si à un moment, il ne s'agit pas de dénaturer Paris en tirant toutes les toitures en zinc et d'en faire une grosse chape de végétation, parce que de toute façon, ça ne tiendrait sans doute pas. Mais par contre, dès qu'on peut le faire, dès qu'on peut retrouver de la perméabilité, il faut absolument pouvoir le faire. Et dans tous les projets parisiens, c'est ce qu'on défend. Et aujourd'hui, ce qui est écrit dans le PLU bioclimatique, donc ce qui va être rendu obligatoire concrètement. Donc la végétalisation des toits est un sujet. On peut aussi réfléchir à repeindre les toitures en zinc, qui pourrait être un… Tu as dit repeindre parce que je n'ai pas bien entendu. Repeindre les toitures en zinc plutôt pour jouer sur l'albédo et le caractère réfléchissant. Et en fait, en vrai, le problème du zinc à Paris, c'est plutôt un problème d'isolation en dessous. Hein. C'est-à-dire qu'on considère que le zinc réémet beaucoup de chaleur dans Paris. En fait, la problématique, c'est que vous avez des toitures en zinc qui ne sont pas isolées et qui fait très très chaud en dessous. Donc c'est aussi ça qu'il faut traiter. Et sur l'enjeu sécurité, n'est-il pas difficile de végétaliser des toitures sans mettre en péril la stabilité de la structure, notamment lors d'événements climatiques extrêmes avec le poids de la pluie sur les toitures? C'est la même réponse en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas demandé la même chose à un bâtiment qui est là depuis 150 ans qu'à un bâtiment neuf. Vous n'allez pas demander la même chose à un bâtiment qui est construit en béton qu'à un bâtiment qui est construit en structure bois. Donc il faut adapter la réponse. La végétalisation des toitures est un élément de la réponse. Ce n'est pas le seul. Donc c'est là où il faut jouer avec un petit peu toute la palette, tout ce qui est à notre disposition, pour pouvoir essayer d'amoindrir les impacts du changement climatique. Des imperméabilités des sols, ça marche très bien aussi. Réfléchir à la toiture, à la couleur de la toiture, ça marche très bien. Réfléchir à l'espacement entre les bâtiments, des choses comme ça. Donc, c'est au cas par cas. Ouais. Loïdé, oui. Pour compléter sur les toitures, en fait, il y a beaucoup de solutions. D'ailleurs, il y a un référentiel qui donne les règles professionnelles de toiture et de terrasses végétalisées, qui est fait par l'ADIVET, c'est l'association des toitures et terrasses végétalisées, qui du coup, en fait, en règle générale, on considère qu'on a 3 types de toitures végétalisées, extensif, semi-intensif, intensif, avec justement qui prennent en compte des caractéristiques sur l'épaisseur du substrat, qui va jouer un rôle vraiment important sur le poids et sur du coup la structure du bâtiment, et sur le type de végétation, donc en fonction du nombre de strates. Et dans leur nouveau référentiel, ils sortent de cette catégorisation en 3 parties pour avoir quelque chose de plus fin, qui qualifie mieux à la fois la végétation et les épaisseurs de substrat. Donc ça rejoint ce que disait François par rapport au fait que c'est hyper important, enfin, c'est obligatoire en fait, d'adapter son projet en fonction de la structure. Merci beaucoup. On a une question sur la végétalisation des murs et ça me fait penser que il y a pas mal de publications de recherche qui sont aussi sur le CRAC, donc le Centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique, qui est une plateforme gouvernementale. Et il y avait un article assez intéressant sur la végétalisation des murs, sur le fait qu'il y a plusieurs actions possibles et que la solution la plus pérenne et la moins coûteuse était encore une végétalisation, disons, spontanée, en pleine terre, avec des plantes qui viennent directement
s'implanter sur la façade et non pas les façades végétalisées très technologiques, très high-tech qui en fait sont assez coûteuses et ont un impact biodiversité et carbone qui est à relativiser parce qu'il y a énormément de maintenance nécessaire et en plus, il faut que ce soit aussi diversifié, parce que si on veut que ce soit adapté au changement climatique, il ne faut pas qu'il y ait une seule essence qui meurt et tout d'un coup, esthétiquement, ça ne va plus du tout, il faut tout arracher, mais avoir aussi une diversité d'essences qui permettent la résilience de l'ensemble. Cette question-là, je vous passe la parole, Loïdé aussi. Vous avez... Ouais, justement, par rapport à ça, c'est vraiment, on parle de deux types de végétalisation. On parle de végétalisation de la façade, enfin, une façade végétalisée, où là, ça va être avoir le recours à des plantes grimpantes, qu'elles soient soit en bac, soit en pleine terre. Le mieux, bien sûr, c'est toujours en pleine terre. Ou alors avoir les murs végétalisés. Et là, c'est ce que tu dis, avec plusieurs systèmes où on a les plantes qui sont directement intégrées au mur et où là, on a des systèmes d'irrigation qui sont hyper importants. On a aussi des systèmes de fertilisation qui viennent directement grâce au système d'irrigation. On a des fertilisants qui ont une empreinte biodiversité et qui est énorme, et carbone dans le cas de fertilisants chimiques. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de prioriser au maximum les façades végétalisées, donc avec des grimpantes, où on a potentiellement besoin aussi d'ajouter un bardage pour protéger le bâtiment. Mais ce n'est pas obligatoire, ça dépend de la structure et des plantes qui sont mises. Merci beaucoup. Deux dernières questions que je vois dans le chat. Quels sont les indicateurs de ZEFCO d'impact sur la biodiversité autres que le CBS? Aujourd'hui, alors dans ceux qui ont été présentés ou de manière plus générale, parce qu'en fait, dans ceux qui ont été présentés là, dans le projet de Val de Fontenay, on travaille sur trois indicateurs par rapport aux adaptations. C'est coefficient de CBS, la gestion de l'eau et la régulation thermique. Nous, on utilise beaucoup le CBS et on n'en a pas particulièrement d'autres parce qu'on n'a pas de location, enfin, on n'est pas écologue, on n'a pas d'écologue chez nous. Mais le CBS, l'intérêt, c'est qu'il se calcule très vite, il est très parlant, il est de plus en plus compris par les politiques publiques aussi, enfin par l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Et donc, c'est celui qu'on utilise principalement parce que permet d'avoir des échanges très rapides en termes de conception. Mais je pense que l'OID et cette biodiversité en ont d'autres. Et on est en train d'investiguer d'ailleurs le GBS. Et du coup, moi, c'était pas pour compléter, c'était plutôt pour poser une question sur les deux autres indicateurs. J'ai vu que dans vos graphiques, vous aviez trois indicateurs, un indicateur thermique et un indicateur de gestion des eaux pluviales, et le CBS du coup. Et je voulais savoir quels sont les deux autres indicateurs que vous utilisiez. Alors, vous avez un petit peu parlé de celui des eaux pluviales, mais je voulais savoir pour le confort thermique, comment vous utilisez ça. Sur la gestion de l'eau, en fait, c'est un outil simplifié qui détermine la quantité de la pluie de 16 mm qu'on va pouvoir abattre. Et sur la gestion thermique, c'est pareil, on vient pondérer l'ensemble des surfaces avec un indicateur qui permet de donner une première appréciation, de savoir si on a une capacité de régulation thermique importante ou pas. C'est des premiers indicateurs, c'est des indicateurs qu'on utilise à l'échelle urbaine dès le dessin du plan guide. Et encore une fois, qui servent plutôt de boussole que de valeur objective à la fin. De toute façon, la valeur objective à la fin, elle est tenue par les maîtrises d'œuvre de chaque bâtiment, etc., etc. Nous, on a juste à guider et à orienter les choix. Très bien, merci. Et juste d'un point de vue méthodologique, en fait, quand vous êtes en phase de conception, il est hyper important de pouvoir être réactif et de pouvoir aussi simuler très rapidement 2-3 solutions, juste pour pouvoir dire celle-là, elle est mieux sur cet aspect-là, celle-là, elle est mieux sur cet aspect-là, etc., etc. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on utilise beaucoup d'outils simplifiés, parce que je pense qu'on pourrait être beaucoup plus précis sur cette donnée-là sans trop de problème, mais ça nous demanderait un temps tellement long d'études que potentiellement l'urbanisme aurait déjà choisi une direction et aurait dit non, mais c'est trop tard, je ne peux pas revenir en arrière. Donc, on avait vraiment le choix d'être plutôt dans l'itération que dans la valeur absolue.
Une dernière petite question de la salle. Sur confinement de pollution, il ne peut plus y avoir de pleine terre, point d'interrogation. Je ne suis pas sûr de saisir totalement la question. Est-ce que... peux définir le confinement? Je pense que ça veut dire, est-ce que quand on a un sol pollué, qu'on confine ce sol, est-ce qu'on peut encore parler de pleine terre? Je suppose que c'est ça. Moi, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, le confinement de pollution en sol. Donc, je ne saurais pas répondre comme ça. Mais... Moi, dans tous les cas, s'il y a confinement, s'il y a un site qui est vraiment trop pollué, généralement, on aura tendance à extraire les terres polluées et à les traiter ailleurs. Le confinement, s'il est autorisé, de toute façon, en fait, même si on confine, à un moment, il y a une certaine forme de porosité. Il ne faut pas penser que le confinement, on va juste mettre la pollution dans une bâche et elle ne va pas se diffuser. Donc, pour moi, les confinements de terres polluées, c'est plutôt qu'on rajoute une couche de substrat suffisante au-dessus pour ne pas avoir à toucher et être en contact d'eux. Mais d'un point de vue de la pluie, il y a une transparence complète. Il peut y avoir aussi des non-autorisations de faire de planter des plantes comestibles s'il y a en cas de confinement de pollution. Les terres sont polluées, donc on interdit tout ce qui est plantes comestibles. Et pour moi, d'un point de vue de l'eau, il n'y a pas de sujet, quoi. Et donc on peut avoir de la pleine terre. Et du coup, juste pour rajouter, je pense qu'il faut se poser la question pour savoir si c'est de la pleine terre, s'il y a justement le fait que l'eau puisse traverser, et puis si le système racinaire peut aussi pénétrer cet endroit et pourrait se développer, et si la vie peut se développer du coup entre la zone où les plantes sont plantées et puis la zone où on atteint des zones rocheuses. Et du coup, si le cycle de l'eau et le cycle carbone peuvent être assurés. Et du coup, c'est ces questions-là qu'il faut se poser pour justement définir si c'est la pleine terre ou pas. Et bon, pour l'instant, on n'a pas complètement répondu sur le système de confinement parce que c'est difficile sans avoir la définition exacte de système de confinement de répondre. Mais si vous avez justement cette notion de cycle de l'eau et de cycle de carbone et que vous avez la définition de zone de confinement, vous pouvez du coup y répondre. Un autre point, tu parlais de différents points à prendre en compte pour la pleine terre. Un autre point, c'est aussi la biodiversité du sol qui est hyper importante. On parle tout le temps de végétation et du réseau racinaire, mais il y a plein de micro-organismes dans le sol qui sont très importants et en fait, sans quoi rien ne vit. On a 25% de la biodiversité, je crois, qui est compris dans les premiers mètres du sol. C'est énorme. Et en fait, quoi qu'il en soit, ce qui est important aussi pour eux, c'est d'avoir une certaine continuité pour pouvoir se déplacer. On parle de trame brune, c'est la même chose que la trame verte, bleue qu'on connaît bien, mais là c'est pour le sol. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte pour savoir si on est en pleine terre ou non. C'est-à-dire qu'on a une continuité verticale et horizontale. Vis-à-vis des pressions dont on a discuté tout à l'heure, on a parlé de changement d'usage des sols, mais en fait la fragmentation des écosystèmes, c'est aussi une des principales pressions que le secteur impose sur la biodiversité. Et je trouvais que l'exemple de François, l'exemple danois, où on voyait bien les 2 rangées d'arbres à maturité égale, et on voit le déploiement des arbres, et donc la multiplication de leurs services qu'ils rendent à la ville, que ce soit en trame brune unifiée ou alors plutôt fragmentée, c'était très parlant, quoi. Donc, je n'ai pas d'autres questions dans le chat. On va arriver à la fin de ce webinaire. On est super à l'heure. Bravo à tout le monde. Merci beaucoup, OID. Merci beaucoup, Zefco, François, pour vos présentations. Je pense que tout le monde a été très satisfait. On vous envoie toutes les ressources par la suite, par mail. Voilà, replay sur YouTube et puis support sur le site de CDC Biodiversité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.